Bonjour tout le monde, je suis très contente d'être parmi vous là, cet après-midi pour vous parler de communication scientifique. Alors, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir mon diaporama. Je vais juste activer le mode présentateur et vous réduire ici en petit écran. Alors, cet atelier, c'est un atelier que j'ai eu envie de produire un peu pour vous partager un peu mon expérience qui est en fait qui est complémentée là, par des ressources sur la communication scientifique que j'ai consultées pour le préparer et que je vous donnerai accès là, à la fin de l'atelier. Et si vous le souhaitez, là, vous aurez aussi accès là, à la présentation si vous le demandez. Donc, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est pas l'intention de l'atelier, c'est vraiment d'aller vous donner quelques pistes pour réussir votre communication orale, communication scientifique, tant au niveau de la forme, donc ce qu'on pourrait appeler des habiletés de communication, que aussi sur le contenu d'une communication, donc sa structure, les messages clés, les éléments à considérer pour la produire. Euh, Puis ensuite, je vais proposer quelques conseils là, pour élaborer son support visuel. Puis, je termine en vous donnant le grand secret pour réussir sa présentation. Alors, sans plus tarder, on va aller passer aux exemples, des exemples de bonnes pratiques peut-être et de pratiques à éviter en communication orale. Donc, je suis certaine que vous avez sans doute déjà assisté à des communications dans un colloque par le passé, ou que ce soit des exposés oraux aussi dans le cadre de vos cours. Et il y a sûrement des bons exemples qui vous viennent en tête et des mauvais exemples que vous avez vécus, des choses que vous avez appréciées ou que vous avez détestées quand vous avez assisté à des communications. Puis on va repasser sur quelques pratiques. Peut-être que ça va vous raviver certains souvenirs. Puis peut-être qu'on pourra en discuter à la fin de cette présentation. Alors, quelques bonnes pratiques associées aux habiletés de communication ou peut-être aux qualités d'une personne qu'on qualifie d'une personne qui est une bonne oratrice. Pour en parler, je me suis quand même beaucoup inspirée de ce document de la phase que vous pouvez consulter. Donc, j'ai fait un petit code QR là, si vous voulez tout de suite le prendre en note. Mais c'est une grille d'évaluation produite par l'ACFAS qui permet un petit peu d'aller cibler certains éléments pour vous améliorer. Donc, le lien est aussi disponible là, à la fin du diaporama. Mais si ça vous intéresse, ça peut être très utile d'avoir une petite grille. Alors, parmi les bonnes pratiques, si on passe maintenant à bonnes pratiques, une qui revient, c'est vraiment regarder et interagir avec son public. Donc, il y a quand même quelque chose d'assez essentiel. Les interactions, ça peut prendre différentes formes. Donc, ça peut être au début, prendre le temps de se présenter brièvement. C'est aussi regarder les participants dans les yeux pendant une communication. Bon, aujourd'hui, je suis à distance. Je peux pas vraiment vous regarder dans les yeux, mais j'essaie de regarder la caméra pour que vous puissiez, pour qu'on ait cette impression qu'on se regarde. Euh, Interagir avec le public, c'est aussi analyser le non-verbal pour ajuster le ton de sa voix, ajuster son rythme. Ça peut être aussi d'être réceptif, d'être ouvert lors de la période des questions. Donc, ça peut prendre différentes formes. À l'opposé, peut-être des pratiques à éviter, ben, c'est d'éviter de négliger son public. Donc, négliger son public, qu'est-ce que c'est? Ben, on l'observe un peu quand on a l'impression en tant que participant qu'il y a comme un mur entre nous et la personne qui présente. Donc, vous avez sûrement déjà ressenti une situation où la personne donne l'impression qu'elle se parle à elle-même, qu'elle est dans sa tête, qu'elle parle à une personne qui est dans sa tête, qui a donc une personne en fait qui a les mêmes références qu'elle, qui comprend tout ce qu'elle dit. Donc c'est un peu ça l'idée de négliger son public.
Parfois, on peut observer certaines personnes vont aller jusqu'à tourner le dos au public pour lire leur support visuel. Donc, c'est des pratiques peut-être qu'on tente d'éviter parce que, ben, éventuellement, c'est que ça réduit l'intérêt du public pour votre communication. Puis c'est pas ce qu'on cherche. On souhaite plutôt l'inverse, que le public veuille vous écouter puis soit intéressé par ce que vous avez à raconter. D'autres bonnes pratiques sur les habiletés de communication, ben, le dynamisme. Le dynamisme, on va le remarquer quand la personne qui présente nous montre elle est heureuse, elle est fière, elle est souriante, elle est contente de présenter. Le dynamisme, on le voit aussi quand le discours de la personne il est convaincant. Ça se voit aussi avec le débit, avec un rythme de présentation qui est adéquat. Donc, ni trop rapide, ni trop lent. Du dynamisme, on va l'observer aussi quand on ajuste nos intonations de la voix. Donc, on va vouloir mettre l'accent sur un discours clé, sur un message clé. Le dynamisme, on peut aussi l'associer à la posture physique de la personne qui présente. Donc, une personne dynamique, elle est souvent une posture très droite, une posture qui est affirmée. Elle a un langage non verbal qu'on ressent son intérêt d'être présente sur place, sa gestuelle, donc une gestuelle qui va être assez naturelle, qui va venir appuyer les propos qui sont mentionnés. Donc, à l'opposé, là, vous l'avez sans doute deviné un peu, c'est préférable d'éviter peut-être une attitude monotone, endormante. Vous avez sûrement déjà assisté à des situations où la personne pouvait lire un texte, ou sembler lire un texte. Donc, on tente d'éviter ces pratiques qui, encore là, une fois, vont amener votre public à se lasser, puis à ne plus avoir envie de vous écouter. Enfin, les habiletés de communication, ça inclut aussi l'adaptation du langage à son auditoire, à son public. Alors, si on est dans un contexte, une communication scientifique, vaut mieux choisir un langage qui est professionnel, utiliser les termes les plus précis, les plus justes possibles. On suggère aussi souvent d'aller avec des structures de phrases simples, des phrases complètes. Tout ça dans l'intention de faciliter la compréhension de votre propos, donc d'être plus explicite, de vraiment développer ses idées, aller au fond des choses, puis de montrer des liens entre ces idées. Donc, le but ici, c'est d'éviter de donner l'impression d'une discussion informelle, un langage familier peut-être qui est plus adapté à une conversation dans un café entre amis. Donc, dans une communication scientifique, on tente d'éviter ce type de langage. Pour éviter aussi toute confusion ou toute erreur de compréhension, c'est toujours préférable d'être plus explicite qu'implicite. Les non-dits, les sous-entendus, on tente de les éviter. Puis la raison derrière, c'est qu'en fait, on ne peut pas connaître tous les référents de notre public. Donc, on ne sait pas comment le public va interpréter ces implicites, ces non-dits, et on ne voudrait pas que ce soit justement mal interprété là, ou que ça amène à d'autres choses. Alors ça, c'est pour les habiletés de communication. C'est une brève synthèse de ce que j'ai pu voir dans les références. Bien entendu, pour réussir une communication scientifique, ce sont des habiletés de communication, c'est essentiel, mais c'est pas suffisant. Donc, une communication scientifique, c'est surtout le contenu qui nous intéresse. Donc, on va aller voir quelques petits éléments liés au contenu d'une communication scientifique. Donc, je vais commencer par la structure d'une communication et son message. Alors, je poursuis avec mon petit tableau bonnes pratiques et pratiques à éviter. Une bonne pratique à privilégier concernant la structure d'une communication, ça consiste vraiment à aller identifier un message clé, un objectif que vous souhaitez atteindre durant la communication, puis à vous assurer que toute la communication est orientée autour de ce message.
En fait, ça devient le fil conducteur ou le point central de votre communication. L'idée, c'est que lorsque vous faites une communication scientifique, habituellement, on dispose de très peu de temps. On a souvent 20 minutes, parfois même 15. Ça file à toute allure. Donc, une bonne pratique consiste à choisir juste un message clé, puis à faire en sorte là, vraiment d'aller le détailler. Même si notre sujet nous tient à cœur, on en a beaucoup à dire. On a fait une étude, il y en a vraiment beaucoup des résultats. C'est préférable d'éviter de présenter une quantité élevée de données, quantité de résultats de façon dispersée, parce qu'au final, votre public, en si peu de temps, n'aura pas le temps de tout assimiler puis de bien comprendre chacune des informations. Donc, préférable d'aller cibler un élément, un message clé là, qui est pour vous peut-être le principal. Autre pratique, quand on veut réussir une communication scientifique, euh, puis que ça peut aider beaucoup à comprendre votre communication, c'est d'aller capter l'intérêt du public dès l'introduction. Donc, autrement dit, une forme que ça peut prendre, là, c'est peut-être énoncer votre message clé dès le début. Par exemple, en disant aujourd'hui, je vais vous montrer comment notre étude a montré que les élèves du secondaire disposent de très faibles habiletés en intelligence artificielle, donc il faut les former à l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un petit message qu'on peut commencer, qui va aller capter l'intérêt. Et là, les personnes, quand elles écoutent la communication, tout au long de la communication, elles vont tenter de répondre à peut-être leurs interrogations que ça a suscité chez elles quand elles ont entendu ce message. Donc, le message clé amène à susciter une certaine curiosité, un certain intérêt envers le sujet qui est présenté, là, envers la communication. Parfois, on peut aussi capter l'intérêt plutôt en mettant l'accent sur pourquoi la recherche est pertinente, que ce soit une pertinence sociale, une pertinence scientifique, ou encore en énonçant la principale recommandation ou la retombée qui découle des résultats de l'étude. Donc, je reviens avec mon exemple sur l'intelligence artificielle, puisque c'est un des domaines qui m'intéresse plus particulièrement, mais je pourrais commencer une communication en disant, aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi c'est important, c'est même essentiel de former les élèves à l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est ma phrase qui commence. Donc ça capte l'intérêt parce que là, le public va se demander, mais pourquoi former à l'intelligence artificielle? Et puis, ben, le reste de la communication va présenter l'étude qui a amené à cette recommandation. Donc, c'est une pratique qui est recommandée. Puis à l'inverse, ben, évitez de garder tout le meilleur pour la fin. Donc, évitez de garder tout le punch pour les 2 dernières minutes. Parce que rendu là, si vous n'avez pas capté l'intérêt avant, votre public ne vous écoutera plus rendu à la 18e minute de votre communication. Euh, Ensuite, si on va peut-être un peu plus sur la structure, donc dans le corps de votre présentation, donc vraiment dans l'ensemble de la présentation, euh, c'est aussi important d'aller réfléchir, de prendre le temps de réfléchir à la trame narrative. Donc, la trame narrative, c'est un petit peu l'ordre des sections d'une communication. Donc, une façon que je trouve qui permet un petit peu de réfléchir à tout ça, c'est d'aller imaginer que la communication, c'est une histoire qu'on raconte. Donc, si on souhaite que la personne à qui on raconte l'histoire la comprenne, ben, on doit présenter chacune des parties dans une certaine ordre logique, un certain ordre cohérent. Euh, Même si on sait en communication scientifique, on a généralement un ordre standard établi. Donc, de dire on passe de problématiques, cas théoriques, objectifs, métaux, résultats, etc. Parfois, on peut aussi faire certaines adaptations, par exemple, fusionner la problématique et le cadre théorique parce que ça s'explique peut-être un peu mieux. Peut-être commencer par les objectifs, puis ensuite aller broder autour parce que ça facilite la compréhension. Donc, c'est ce genre de trame narrative-là qui va aider à, à mieux tisser les liens
entre les différentes sections de votre communication. Puis le but dans tout ça, ben, c'est de faciliter un petit peu la compréhension. À l'inverse, ben, on essaie d'éviter des allers-retours, donc de présenter quelque chose, présenter autre chose, revenir sur le premier élément. Donc, on essaie d'éviter des allers-retours euh, parce on veut pas semer la confusion. Puis surtout des détours inutiles. Donc, des détours inutiles, c'est l'idée euh, d'avoir trop d'informations, d'en rajouter pour finalement que ça n'ait aucun impact sur, disons, le message clé ou le point central de votre communication. Donc, on recommande plutôt en communication scientifique d'aller droit au but, puis de limiter le plus possible, d'éliminer le plus possible les éléments qui sont non essentiels, qui ne sont pas nécessaires pour comprendre le message clé que l'on veut exposer là, dans la communication. D'autres bonnes pratiques sur la structure d'une communication, donc ici vraiment particulièrement sur la structure, c'est cette idée des transitions. Donc, les transitions entre vos idées, entre vos sections. Si je reviens à l'exemple qu'une communication, c'est une histoire que vous racontez, mais il devrait avoir des liens entre chacune des parties. Et pour faciliter la compréhension de ces liens, ben, c'est généralement en utilisant ce qu'on appelle des transitions. Donc, une transition, c'est un marqueur de relation, c'est un petit bout de phrase qui va permettre de conclure, de synthétiser un sujet pour ensuite amorcer l'introduction vers un autre sujet. Donc, comme maintenant, je viens de vous expliquer l'importance d'une transition fluide et ça me permet de vous recommander d'éviter des fins abruptes dans une communication. Ce que j'entends par fin abrupte, euh, je vous donne un exemple, ça va sûrement vous faire penser, vous avez sûrement déjà vu ça. Dans une communication que vous avez vu une personne, à chaque fois qu'elle changeait de diapositive, son discours changeait abruptement. Donc, on change de diapositive, on change complètement de thématique sans qu'on voie les liens entre elles. Donc, comme personne qui écoute, c'est très difficile de comprendre pourquoi on m'a présenté ces informations-là il y a 2 minutes, pourquoi là maintenant on me parle de celle-ci. Donc, c'est ce genre de pratique qui est à éviter, ce genre de fin abrupte. On veut plutôt amener la personne, un petit peu comme si on la tient par la main d'une diapositive à l'autre ou d'une thématique à une autre. Et finalement, pour la structure, donc on est toujours dans la structure d'une communication. Donc, si on s'intéresse peut-être un petit peu plus à la fin de la communication, ben, une pratique à privilégier, c'est de ne pas, c'est de conclure. Et en conclusion, ben, c'est encore là de revenir sur le message clé, donc de le redire une fois de plus pour encore peut-être mettre l'accent davantage sur ce message clé. Puis surtout d'aller ne pas éviter ne pas oublier de remercier les personnes qui vous ont écouté, d'être quand même reconnaissant du temps qu'elles vous ont accordé, d'être ouvert, réceptif à la période de questions. Puis peut-être sur ce point, sur la période de questions qui peut parfois être un peu stressante, on ne sait jamais quelles questions on va se faire poser. Euh, mais c'est préférable de tout simplement répondre avec humilité, avec le meilleur de vos connaissances, d'expliquer que si vous ne la connaissez pas, la réponse, vous ne la connaissez pas. Peut-être en gardant une certaine ouverture. Elle aurait été intéressante à creuser, on ne l'a pas fait. Mais c'est toujours préférable de répondre avec honnêteté que de tenter des fois d'impressionner l'auditoire ce qui risque peut-être pas de fonctionner. Donc, par opposition, ben, on essaie aussi d'éviter une fin de communication qui finit abruptement. Donc, sûrement que vous avez déjà vu une situation comme ça que la personne vous présente les résultats, poursuit avec la discussion,
Puis là, tout d'un coup, elle dit, mais voilà, c'est fini. Je peux rien. Donc, ça aussi, on tente d'éviter. Donc, on essaie au moins de faire une conclusion puis des remerciements là, avant de terminer sa communication. C'est toujours plus intéressant à écouter. Donc, ça, c'est un peu une synthèse, puis il y en a beaucoup quand même d'éléments euh, qu'on peut considérer pour améliorer, disons, la structure de sa communication, puis de tenter d'identifier un message clé. On va peut-être entrer dans quelques conseils, ou plutôt quelques questionnements sur justement ce message clé. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé de planification et éléments à considérer. Donc, on a parlé un peu plus de structure, donc plus la séquence. On a parlé d'habileté de communication orale, mais là, on rentrerait peut-être un petit peu plus dans le contenu de la communication, un peu plus approfondi. Quelques questions à se poser, peut-être pour avoir un contenu intéressant et qui apporte une bonne contribution. Et ça, c'est la grande question à se poser. C'est quoi le message clé de ma communication? Qu'est-ce que je souhaite que le public retienne absolument de ma communication? C'est quoi l'essentiel? On peut se poser la question, c'était quoi le résultat le plus important de l'étude? Euh, Quand on pense aussi à susciter l'intérêt de l'auditoire pour notre communication, on peut aussi se questionner sur c'est quoi la pertinence de notre étude, c'est quoi son originalité, c'est quoi sa contribution, qu'est-ce qui va donner du poids à notre message clé. Donc ça, c'est quand on planifie une communication, moi je voudrais que c'est souvent la première chose à laquelle je pense, qu'est-ce que je veux que les gens retiennent. Puis à partir de là, on peut broder autour. C'est le message clé qui vient en fait être l'initiateur là, de tout le reste de la communication. Donc ensuite, ben, ça amène justement cette deuxième question. Après avoir déterminé c'est quoi le message, avec quoi qu'on veut que les gens repartent, ben, qu'est-ce que je dois leur présenter pour qu'ils comprennent ce que je veux, ce message-là, ce que je veux qu'ils conservent de la communication. Donc, on fait des choix. On ne va pas présenter tous les éléments, par exemple, d'une problématique, ou tous les éléments en détail d'un cadre théorique si ça ne permet pas de comprendre le message clé. Donc, on va choisir, on va aller sélectionner des éléments importants, les éléments essentiels qui vont amener le public là, à comprendre un peu euh, c'est quoi c'est quoi le message clé. Peut-être qu'on peut avoir de la difficulté à faire ses choix. Parfois, on en a beaucoup, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas où s'arrêter. Donc, ce que moi, j'ai lu dans les références que je trouve très intéressant, c'est au lieu de juste penser un peu de notre point de vue à nous, c'est aussi de penser au point de vue du public. Mais c'est qui le public? C'est qui le public pressenti lors de l'événement? Qu'est-ce que ce public-là connaît du sujet? Est-ce que c'est un public qui va être composé d'un grand public, donc qui connaît très peu de choses? Est-ce que c'est des experts dans notre champ de spécialisation? Par exemple, moi, je m'intéresse à l'intelligence artificielle. Est-ce que je vais communiquer devant des personnes spécialisées en intelligence artificielle? Ou encore, est-ce que c'est plus des experts dans la discipline plus générale? Donc, dans mon exemple, est-ce que je communique devant des personnes qui sont des experts en éducation, pas nécessairement en intelligence artificielle? Donc, selon le public à qui on s'adresse, ben, ça va peut-être on va peut-être mettre l'accent sur certains éléments plus que d'autres. On va peut-être aller vulgariser un peu plus son message clé ou au contraire, on va être encore un peu plus scientifique. Je donne un autre exemple. Si on va dans un colloque qui est plus axé sur la méthodologie, les méthodologies de recherche, ben à ce moment-là, c'est certain que la partie méthodologie, je vais vouloir en présenter beaucoup d'éléments, peut-être même au détriment de la problématique qui va peut-être être plus secondaire dans ce type de colloque.
On essaye peut-être un petit peu de s'adapter selon notre public. Autre élément aussi qui peut être intéressant de se poser comme question, c'est quelles questions on peut se faire poser. Donc, anticiper les questions que le public pourrait poser, d'une part, pour tenter d'y répondre déjà dans la communication. Donc, déjà d'avoir prévu qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme questionnement, puis d'essayer d'y répondre. Mais d'autre part aussi, puis ça, c'est ce que moi je fais souvent quand je fais des communications scientifiques, c'est de dire, je vais me préparer des diapositives supplémentaires. Supposons qu'on me pose une question sur une thématique qui n'a pas été abordée. Je la connais la réponse, je suis capable de bien l'expliquer, mais peut-être qu'avec un support visuel, ça va être plus parlant. Donc, souvent, je me prépare là, 4-5 diapositives que j'utiliserai pas pendant la présentation, mais que je garde en réserve. Si jamais la période de questions va dans cette direction-là, je peux les présenter. Donc, ça peut faciliter, disons, la réponse aux questions. Puis ensuite, encourager d'autres échanges. Donc, c'est un autre élément là, qu'on peut réfléchir. Et ben, finalement, ben, c'est sûr qu'après avoir un peu réfléchi à toutes ces questions, ben, on peut un peu tenter de répartir la durée de notre communication, donc plus le temps, le nombre de minutes qu'on va accorder à chacun des éléments. Idéalement, on va tenter d'avoir un certain équilibre entre les sections, euh, tout en tentant de mettre l'accent sur le message clé, donc de s'assurer qu'il va être vraiment central et que tout tourne un petit peu autour là, de ce message. Donc, c'est ce qui complète un peu ces conseils sur plus la période de planification du contenu, de la communication. Donc, d'abord de réfléchir aux messages clés, de réfléchir aux éléments pertinents qui sont importants de présenter pour faire comprendre le message clé, de penser aussi à la structure, donc un petit peu l'ordre dans lequel chacun des éléments est présenté, l'ordre incluant ses transitions, puis ensuite un peu la durée de tout ça là, là-dedans pour en faire un tout. Et en général, rendu là, on a quand même un bon plan d'une communication. On est quand même capable d'aller de l'avant. Souvent, on va être plutôt rendu à peut-être soit rédiger un texte et éventuellement ben, créer un support visuel qui va nous aider là, pour la communication. Donc, c'est là que je vous amène tranquillement. Donc, quelques conseils quand on est rendu à l'élaboration du support visuel. Alors, des petits conseils en rafale. Donc, j'en ai 6. Premier conseil, ça, c'est un élément qui semble faire consensus vraiment dans tous les documents que j'ai consultés sur les bonnes pratiques de communication, c'est la sobriété. Ce qu'on entend par sobriété, c'est de dire le support visuel, il doit être épuré, il doit être soigné, sobre, des animations discrètes et justifiables. Par exemple, faire apparaître le texte au moment où on en discute. Donc, en ce moment, je vous parle de sobriété. J'ai fait apparaître mon icône de sobriété. Je vais vous parler maintenant du texte. Donc, je fais apparaître mon icône de mots-clés. Donc, le texte, c'est toujours préférable d'ajouter que les mots-clés. C'est difficile. J'en suis très consciente. J'ai souvent de la misère avec celui-là. Euh, un truc que je peux vous donner par rapport aux mots-clés, moi, souvent, quand je crée mon support visuel, ça commence par des phrases. Puis ensuite, je relis ma phrase. Puis là, je me dis, OK, qu'est-ce que je peux enlever dans ma phrase pour que ça ne soit plus une phrase? Tranquillement, j'enlève les morceaux petit à petit, puis j'essaye d'épurer une couche à la fois jusqu'à temps que ça me semble plus être que des mots-clés et non plus des phrases complètes. Pourquoi est-ce qu'on évite les phrases complètes?
Ben, le public, n'importe qui, là, une personne, peut pas à la fois écouter quelqu'un qui parle puis lire quelque chose sur un diaporama. Donc, les deux étapes, là, ça commence, ça surcharge notre mémoire de travail, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça que c'est préférable d'avoir juste des mots-clés, juste pour que la personne qui vous écoute puisse avoir un certain rappel de ce qui vient d'être dit. Donc, c'est l'idée d'un soutien, mais c'est pas l'idée que c'est votre texte. Le support visuel, c'est pas non plus vos notes. Donc, c'est pas vos notes de présentation. Ça, faites-les à part. C'est super important d'avoir des notes dans un autre document, des feuilles papier, peu importe, mais le support visuel ne sont pas vos notes à vous, donc ne devraient pas être rédigés dans ce sens-là. Euh, on suggère aussi par rapport aux mots-clés d'essayer d'avoir un support visuel qui serait autonome. Donc, quand on regarde rapidement la diapositive, on devrait être capable de comprendre de quoi on parle sans qu'on aille à tout écouter. Donc, si vous regardez celle-ci en ce moment, ça vous dit un support visuel efficace et attrayant. Vous avez compris que c'est de ça qu'on parle. On voit sobriété, mots-clés. Vous êtes capable de vous douter que ben, le support visuel efficace et attrayant, il est sobre, puis il y a juste des mots-clés. Donc, c'est un petit peu ça l'idée d'avoir un support qui est un peu autonome. Par rapport au support, quelque chose que les gens apprécient souvent, le public apprécie de voir des images. Donc, voir des images sur le support visuel, ça permet d'illustrer, ça permet de rendre concret des propos. N'hésitez pas à ajouter des images lorsque c'est possible, c'est toujours apprécié. Il existe des banques d'images gratuites en ligne. Moi, j'utilise beaucoup Pexel, puis il y en a d'autres. Vous avez aussi de plus en plus des intelligences artificielles génératives qui peuvent vous créer des images. Donc, n'hésitez pas, là, si ça peut apporter quelque chose, faites-le. Euh, dans mon cas, à moi, souvent, je ne sais pas où les mettre, les images. Je trouve pas que j'ai de la difficulté à les trouver. Alors, ma façon d'en ajouter, c'est dans mes transitions. Vous l'avez sûrement déjà remarqué. À chaque fois qu'on a changé de section, il y avait une image. Ça amène un petit peu de dynamisme là, dans le support visuel. À part les images, il y a aussi les schémas. Donc, des schémas, ça peut être très aidant pour comprendre un cadre théorique, comprendre des relations entre des concepts. On peut aussi ajouter des graphiques. Des graphiques, c'est toujours très pertinent, mais il y a une petite règle là-dessus. Euh, les graphiques, ils devraient être assez sobres et surtout faciles de les lire, même pour la personne au fond de la salle. Ça, je vous donne un exemple là, que j'ai vu souvent dans les communications. Les gens présentent un graphique, plein d'informations, et là, ils vous disent, je le sais, vous n'êtes pas capable de le lire. Mais si on n'est pas capable de le lire, pourquoi est-ce qu'on nous le présente? Donc, c'est mieux de l'ajuster, de le revoir, de le reformater, mais il faut nous montrer quelque chose que, comme public, on est capable de comprendre. Alors, faire attention aussi quand on va avec des graphiques qu'ils soient visuellement lisibles de partout dans la salle. Autre information en ce qui concerne le choix de couleur. Donc, on revient sur la sobriété. La sobriété, c'est toujours à considérer. Pensez aussi à l'environnement de la salle. Parfois, des fois, on voit ça, là, les gens ont comme un fond foncé et le texte est plus pâle. Mais souvent, quand on utilise ce genre de fond, ça paraît moins bien quand que le support visuel est diffusé sur une toile plutôt qu'un écran. Donc, souvent dans des salles de classe, on a une toile, on n'a pas un écran qui projette. Donc, ça paraît un petit peu moins bien. Les fonds clairs avec le texte enfoncé paraissent souvent beaucoup mieux. Alors, les couleurs, si vous y allez pour des ajouts de couleurs, ben à ce moment-là, tentez de le justifier aussi. Par exemple, pour faire ressortir des éléments importants, on va changer de couleur, montrer des distinctions, montrer des relations, mettre l'accent sur quelque chose en particulier.
Alors, tout à l'heure, vous l'avez peut-être remarqué, mais il y avait un mot en orange sur la diapositive, sur la planification, puis c'était le mot public, parce que je voulais mettre l'accent sur le fait de considérer son public quand on prépare une communication. Donc, c'est un petit peu ça, là, le rôle des couleurs. Et finalement, il restait un dernier élément. Et ça, c'est un élément intéressant que j'ai lu dans les références que je n'avais peut-être pas pensé ajouter dans la communication aujourd'hui, puis j'ai trouvé que ça valait la peine de le faire. C'est quand on vient pour choisir l'outil qu'on va utiliser pour réaliser son support visuel, c'est d'aller choisir un outil pour lequel on est habile ou sinon d'apprendre à l'utiliser. Mais c'est toujours préférable d'utiliser un outil qu'on connaît bien, qu'on serait capable de résoudre des petits problèmes techniques si jamais ça arrive, si jamais il y a des pépins. Donc, qu'on est très à l'aise, que ça ne devienne pas un stress d'utiliser l'outil. Puis, je vous donne un exemple personnel. À une certaine époque, il y a peut-être une dizaine d'années, l'application Prezi, là, c'était super populaire. C'est parce que ça venait d'être lancé. Je sais pas. C'était l'outil à utiliser là, pour faire des présentations. Tout le monde en parlait. Puis c'était comme, faut utiliser Prezi, faut utiliser Prezi. Moi, de mon côté, j'ai jamais utilisé Prezi parce que j'étais pas à l'aise avec l'outil. Je l'ai essayé, ça fonctionnait pas pour moi, j'y arrivais pas, je me sentais pas en contrôle. Alors qu'avec PowerPoint, ça se passait super bien. Puis ça, je le connaissais bien. J'étais capable d'utiliser les animations, les transitions, tout fonctionnait. Donc, j'ai jamais utilisé Prezi. Puis on m'a jamais reproché de ne pas avoir utilisé Prezi. Alors, c'est un petit peu ça l'idée ici. Euh, des outils de support visuel, il y en existe. Ça se crée, il y en a, ça évolue. Mais allez-y avec quelque chose pour lequel vous êtes bien. Quand on fait une communication scientifique, on n'est pas là pour épater la galerie sur la beauté de notre diaporama. On est là à la base pour notre propos. Donc, choisissez quelque chose là, que vous êtes à l'aise, que ça va bien fonctionner, que c'est ça que vous préférez. C'est certain que le public va préférer que vous utilisiez un support visuel pour lequel vous êtes habile, qu'on voit que c'est fluide, que d'avoir une personne au début de sa communication, puis dit attendez, ça fonctionne pas bien, puis qui perd comme 5 minutes juste à essayer de maîtriser là, son outil de support visuel. Donc c'est pas mal ça pour les supports visuels. Euh, j'ai pas beaucoup d'autres choses à vous mentionner. Euh, Bien entendu, il y a plein de documentation là, sur le web que vous pouvez trouver pour avoir des diapositives qui sont efficaces, qui sont épurées et tout ça. Donc, il y en a d'autres que vous pouvez consulter. Donc, ça m'amène un petit peu vers la dernière partie de cette présentation qui était le secret pour réussir sa communication que j'avais gardé pour la fin. Peut-être que vous l'avez deviné. Je sais pas si je vois des visages. Euh, Oups, juste rapetisser ici. Donc, je vous le présente. C'est pas vraiment un secret, mais il me fait rire. Donc, j'ai gardé pour la fin. Pourquoi j'ai gardé pour la fin? C'est pas un très grand secret, là. Se pratiquer, là, c'est un petit peu la clé. Mais c'est vrai. On peut pas, pour bien réussir une communication, là, c'est de le faire, de se pratiquer avant. Donc, se pratiquer avant à voix haute. Moi, ça, je le fais souvent. Euh, chez moi, je vais faire ma communication, c'est comme une répétition générale. Ça permet de tester est-ce que tout fonctionne au niveau support visuel, est-ce que tout fonctionne avec mes notes. Ça permet aussi de vérifier qu'on a des transitions.
Donc, faire la transition d'une diapositive à l'autre, que c'est fluide, que ça fonctionne bien. Donc, ça vaut vraiment la peine de l'essayer. On peut aussi utiliser Zoom. Donc, on s'enregistre puis on s'écoute. Et là, ben, on peut s'améliorer là, selon ce qu'on a écouté. Ça nous permet aussi de se pratiquer, de vérifier son temps. Puis c'est un petit peu pour ça que c'est important de le faire à voix haute, parce qu'on parle beaucoup plus lentement à voix haute que quand on parle dans notre tête. Donc ça, c'est un truc utile. Se pratiquer aussi devant un auditoire, ça peut aussi être très pertinent. Si vous le faites devant des collègues, des co-chercheurs, des co-auteurs, donc les autres personnes qui vont vous donner de bons conseils pour peut-être clarifier des éléments du cadre théorique ou présenter les résultats autrement. Donc, ça peut être utile. Et dernier conseil, ben, moi, pour ma part, quand je suis pas certaine de ma communication, que je me questionne, je me dis, ah, est-ce que c'est clair? Est-ce que les gens vont comprendre? Je me pratique devant mon conjoint. Donc, il a, il n'est pas dans le domaine de l'éducation, donc il sait pas nécessairement de quoi je parle. Donc, je me dis, si lui est capable de suivre, ça veut dire que ça marche. Donc, ça aussi, ça peut être une façon de se pratiquer, de le faire devant des gens qui ne connaissent pas vraiment notre domaine, qui connaissent un peu, mais qui connaissent pas. Si ces gens-là arrivent à suivre, c'est que votre communication a fonctionné. Donc, c'est un peu ça le secret pour réussir sa communication. J'espère de votre côté, vous avez réussi à la comprendre, celle-ci, que ça a été, que vous l'avez appréciée. Quand même un petit peu longue, plus longue que prévu. Donc, je vais vite aller vers la conclusion. Donc, en conclusion, ben, l'atelier, elle avait pour but de vous donner des conseils un petit peu pour réussir sa communication orale. Donc, on a parlé d'habileté de communication, donc miser sur les interactions avec le public, votre dynamisme, donc d'avoir un certain dynamisme dans la présentation. Ensuite, j'ai j'ai expliqué l'importance de choisir un message clé pour votre communication, donc de la structurer autour du message clé, de la conceptualiser un petit peu comme une histoire que vous racontez. Et ça m'a amené à présenter des questions pour vous aider à choisir les éléments à présenter de la communication, surtout en considérant le public pressenti pour y assister. On a parlé un petit peu de support visuel, donc des conseils en rafale qui étaient surtout centrés autour d'une sobriété du support visuel. Puis bon, ben, on vient de terminer avec le secret que vous aviez sans doute deviné, là. Donc, de se pratiquer pour sa communication de jusqu'à satisfaction. Donc, il n'y a pas y a pas de honte à la faire 10 fois avant si on en a besoin. C'est vraiment ça, à mon avis, la clé là, pour la réussir. Alors voilà, je m'arrête ici. Je vous remercie d'avoir participé à cet atelier et ben, pour les quelques minutes qui restent, je vais être disponible pour répondre à vos questions et commentaires. Et ceux et celles qui le souhaitent, je rendrai disponible le diaporama là, après l'atelier. Alors, merci beaucoup pour votre écoute. Sur le site du CRIFPE. Il me fera plaisir de rendre disponible la présentation PowerPoint sur le site du CRIFPE. Donc, suite à l'envoi, je pourrai la rendre disponible. Donc, vous pourrez la récupérer là où vous vous êtes inscrit. Je vous en informerai par courriel lorsque tout sera en ligne. Merci encore une fois, Chantal. Merci beaucoup de l'invitation. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. Au Bonne revoir. journée. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup.